ainda que não significasse, essas reformas não significassem uma ruptura com o capitalismo, mas as classes dominantes brasileiras não aceitam nada, não aceitam qualquer coisa que possa significar melhoria nas condições de vida e trabalho do povo brasileiro. Il faut bien comprendre que c'est à cause de ces réformes de base que la classe dominante brésilienne a organisé le coup d'État. Il y avait par exemple une loi pour limiter les profits, qui n'était pas une rupture avec le capitalisme, mais la classe dominante n'a pas accepté, d'ailleurs n'accepte absolument rien de l'amélioration de la vie quotidienne du peuple brésilien. I want to speak English. Now, my wife translate. My question is regarding social position of the native peoples of Brazil and that of the people of African origin. How has that improved, if at all, since Lula came to power? On veut savoir comme étant une situation meilleure depuis Lula, le pouvoir de Lula. La question c'est s'il y a eu un changement de protection des indigènes et de formation raciale au Brésil avec les images, c'est le changement, c'est ça là. Quelles sont les mudanças na perspectiva Olha, a população indígena, como eu disse anteriormente, ela foi praticamente exterminada no Brasil, muito antes de Lula e Dilma. Ela começou a ser exterminada num chamado processo de descobrimento. La population indigène, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle est pratiquement disparue au Brésil. Elle a été terminée au Brésil à partir du processus de découverte du Brésil. Embora, sob Lula e Dilma, se procurou estabelecer uma relação de respeito com o que restou das populações indígenas no Brasil, sobretudo com demarcação de áreas tradicionalmente habitadas por comunidades indígenas. Pendant le gouvernement de Dilma et Lula, donc il y a eu vraiment un respect de ce qui reste du peuple indigène au Brésil par la démarcation, démarcation des terres traditionnelles, au début. Com relação aos afrodescendentes brasileiros, a população negra brasileira, é importante mais uma vez entender que o Brasil foi o último país no planeta a abandonar a escravidão. A escravidão no Brasil durou 350 anos. Il faut bien, au niveau des communautés afro-descendantes, il faut bien se rappeler que le Brésil a été le dernier pays qui a interdit l'esclavage, et l'esclavage a duré 350 ans au Brésil. No Brasil, embora formalmente não tenha existido segregação racial como acontecia nos Estados Unidos, não ter ocorrido um processo de apartheid como aconteceu na África do Sul, mas é um país cujas classes dominantes são profundamente racistas. Donc le Brésil est un pays où il n'y a pas eu de loi de ségrégation comme
aux États-Unis, ni loi d'apartheid comme en Afrique du Sud, mais où les classes dominantes sont profondément racistes. A integração do negro na sociedade brasileira nunca se deu por completo. Sempre foram cidadãos mais aceitáveis no mundo do carnaval, da música popular et du football. L'intégration des afro-descendants a toujours été très difficile et seulement acceptée au niveau de la musique, du carnaval et au niveau du football. Voilà. O trabalhador negro é discriminado em relação ao trabalhador branco. Le travailleur noir est discriminé par rapport au travailleur blanc. Recebem salários menores e não ocupam altos postos na administração nas empresas. Des salaires plus faibles et n'occupent pas des postes de direction dans aucune des sphères de la société. Nos governos Lula e Dilma, o governo Lula criou o Ministério da Integração Racial, que foi da Igualdade Racial, que foi e teve como ministros cidadãos afrodescendentes. Le gouvernement Lula et Dilma ont créé un ministère de l'égalité par rapport au racial. Et donc avec des ministres et l'administration menée par des afro-descendants. Nos nossos governos houve o estímulo e o incentivo à adoção de cotas raciais nas universidades públicas. Il a aussi impulsé dans les universités des quotas pour que des afro-descendants aient accès à l'université. E no governo Lula, pela primeira vez, afrodescendente ocupou, integrou o Supremo Tribunal Federal, infelizmente, embora não tenha sido bom ministro. Dans le gouvernement Lula, donc, il y a eu pour la première fois un afro-descendant qui a occupé le tribunal suprême de justice. Pas de chance, il n'a pas été un bon ministre. E também é importante destacar que no nosso governo, se não me engano no governo Lula ainda, a Constituição foi alterada, acho que foi no governo Dilma, foi alterada para conferir direitos trabalhistas às empregadas domésticas, cuja relação de trabalho com o seu empregador ainda remontava à época da escravidão. Et pendant le gouvernement de Dilma, donc, la constitution a été changée pour donner des droits aux employés domestiques qui avaient des conditions de travail proches de l'esclavage. Bien, c'est ça. Je vous propose qu'on arrête cette question et qu'on prenne encore quelques minutes pour demander à notre ami député son évaluation du rapport de force actuel au Brésil et puis quelle est la situation de Temer et de Lula en ce moment. Bem, como todos vocês sabem, o Brasil vive processo de golpe de Estado, golpe que ainda não se concluiu. Alors je pense que vous le savez, le Brésil est en train de vivre un processus de coup d'État qui n'a pas encore vu sa fin, qui est en processus. Eu me atrevo a dizer que esse golpe que foi perpetrado em 2016, que afastou a presidenta Dilma do Palácio do Planalto, ele foi gestado, não chegou a ser tentado, mas chegou a ser pensado
em 2005, após o chamado processo do mensalão. On peut analyser les choses en disant que le processus de coup d'État qui a commencé en 2016, donc par l'impeachment de Dilma du palais présidentiel, a été pensé et généré en 2005 dans la mise en place du mensalão. Il va expliquer. O chamado mensalão foi uma ação penal proposta contra o Partido dos Trabalhadores, alguns dos seus dirigentes e alguns dos membros importantes do governo Lula. C'est une action pénale qui a été menée contre le Parti des Travailleurs et ses principaux dirigeants au moment du gouvernement Lula. A acusação era de corrupção e isso levou à perda de cargos políticos no governo Lula, sobretudo do seu chefe da Casa Civil, ministro José Disseu. Donc c'était des accusations de corruption qui ont fait perdre beaucoup de places importantes du PT, notamment une figure du PT qui s'appelait José Dirceu. E também a incriminação do então presidente nacional do PT, deputado José Genuíno, e de diversas outras lideranças do Partido dos Trabalhadores. Aussi contre José Genuíno, qui était président du Parti des Travailleurs, et contre beaucoup d'autres cadres importants du Parti des Travailleurs. A prova de que essas pessoas praticaram atos de corrupção, essas provas jamais apareceram. Foi um julgamento político. Preuves de corruption dans ces cas-là n'ont jamais apparu, c'était vraiment des accusations et des procès politiques. E por isso eu disse que o ministro Joaquim Barbosa, que foi o primeiro e único afrodescendente a ocupar uma cadeira na Corte Suprema Brasileira, teve uma responsabilidade muito grande naquele processo, porque ele foi o relator. E é a partir da atuação dele que hoje nós temos a operação chamada Lava Jato. Donc le ministre qui était président du tribunal suprême, qui est statut de ministre, Barbosa, donc qui était afro-descendant, dont on parlait tout à l'heure, a une responsabilité importante dans ce processus initial qui a amené vers ce qu'on appelle aujourd'hui le lavage jato. C'est lavage express, on pourrait traduire comme ça. Houve iniciativas na Câmara dos Deputados para o impeachment do presidente Lula, que só não foram à frente pela alta popularidade do presidente Lula e porque também o presidente Lula conseguiu, na política econômica que traçou para o Brasil, estabelecer uma política que ele próprio chamou de todos ganham. Todos ganham. Ganham os trabalhadores, ganham os empresários. A conjuntura econômica internacional favorecia esse tipo de política que o presidente Lula estabeleceu e isso impediu, não havia condições para que se desse um golpe naquele momento no Brasil. Donc il y avait déjà une procédure d'impeachment contre Lula à cette époque, mais qui n'a pas pu aller plus loin du fait de la popularité importante de Lula et de la situation économique, de sa politique économique qui disait gagnant-gagnant, c'est-à-dire tout le monde était content, les travailleurs et les patrons, et aussi par la conjoncture internationale, donc qui était favorable économiquement au Brésil et qui a permis de mener des politiques ambitieuses au Brésil. Mas é bom ter claro que golpe de Estado é sempre um expediente
que as classes dominantes brasileiras e, em geral, as classes dominantes da América Latina têm guardado contra lideranças populares, sobretudo aquelas que governam tendo a maioria da população como objeto principal. Et il faut bien se rendre compte que le coup d'État a toujours été une pratique de la classe dominante brésilienne pour tous les gouvernements qui ont en ligne de mire l'amélioration de la vie quotidienne de la majorité des Brésiliens. Foi assim com o presidente Getúlio Vargas, foi assim com o presidente João Goulart, foi assim com o presidente Lula, embora não tivesse o atrevimento de tentar naquele momento, e foi assim com a presidenta Dilma. Ça a été le cas pour Getúlio Vargas, ça a été le cas pour Jean Goulart, ça a été le cas pour Lula, même s'ils ne sont pas arrivés, et ça a été le cas pour Dilma Rousseff. Em 2013, houve grandes manifestações de rua no Brasil, que começaram em São Paulo por conta de um episódio aparentemente banal, aparentemente não, um episódio banal de aumento de tarifas de transporte. En 2013, il y a d'énormes manifestations de rue au Brésil qui ont commencé à São Paulo pour un événement qui peut paraître banal, qui est l'augmentation du prix des transports. Devido à intransigência de alguns prefeitos e governadores, esse movimento foi crescendo, mas percebeu-se isso posteriormente, que ele começou a ser tutelado por determinados setores midiáticos e governamentais, no caso nem governamentais, no caso do Ministério Público Brasileiro, que viu ali naqueles movimentos um momento, né, que eles não podiam perder para começar a questionar os governos e, sobretudo, o governo central. Donc, du fait de l'intransigeance des gouverneurs plutôt, ce mouvement a vraiment explosé, est devenu très massif et une partie de secteurs de la société brésilienne, comme les médias, comme aussi le ministère public, le parquet, s'est saisi de ce mouvement aussi pour questionner, pour commencer à affronter le gouvernement. Então, o que no começo era uma reivindicação para não haver aumento de tarifas de transporte, se transformou, foi utilizado como movimento contra a corrupção, em que se fixou a ideia de que o Brasil estava tomado por governos corruptos, tanto governos estaduais, quanto governos municipais, quanto o governo central, e nós percebíamos naqueles movimentos já o nascimento do ódio e da intolerância, porque os partidos organizados que quiseram participar dessas manifestações de rua, que não tinham um programa claro de reivindicação, passaram a ser hostilizados fisicamente, inclusive, por setores desses manifestantes. Donc une revendication qui était au départ contre l'augmentation des transports, c'est devenu, ces mouvements sont devenus des mouvements contre la corruption qui ont fixé dans la société le fait qu'il y avait des élites corrompues au niveau des gouverneurs, au niveau central aussi. Et on a commencé à percevoir dans ces mouvements un début de haine importante, notamment un exemple, c'est que les partis organisés avaient du mal à s'insérer dans les partis traditionnels de gauche avaient du mal à s'insérer dans ces manifestations et étaient exclus même physiquement de ces manifestations. E ali começam a se formar grupelhos, bandos, né, de arruaceiros fascistas financiados, né, por grandes empresas nacionais e internacionais, que acabaram tendo uma importância
nas mobilizações contra Dilma Rousseff um ano depois. Et donc on commençait à se créer à ce moment-là des groupuscules fascisants, financés par des entreprises ou nationales ou internationales et qui ont fait le lit en fait du mouvement qui est apparu contre Dilma quelques années après. Dilma teve muitas dificuldades para se reeleger. Num determinado momento, as pesquisas apontavam que o candidato da direita estava na frente e Dilma ganhou as eleições no segundo turno, já nas últimas semanas de campanha, quando ela voltou a dialogar com a esquerda, com os movimentos sociais, com os movimentos de juventude, que foram muito importantes na vitória électorale de 2014. Donc il y a eu des élections, les dernières élections ont été très difficiles à gagner pour Dilma. D'ailleurs, la candidate en face les candidats en face étaient vraiment devant, même avant le second tour. Et le moment où Dilma a regagné la popularité, c'est quand elle s'est retournée vers la gauche et a redialogué avec les organisations de jeunesse qui ont été très très importantes pour la victoire, la dernière victoire de Dilma. Mas ali, naquele momento, logo após a apuração dos resultados, a direita achava que ia ganhar as eleições. Logo após a apuração, o golpe se decidiu.